La place était silencieuse, un silence étrange, suspendu comme si chaque pierre retenait son souffle. Des adultes pressaient le pas, des enfants serraient la main de leurs parents, quelques murmures couraient le long des murs. Au milieu de cette agitation discrète, Franz, désormais jeune médecin, observait une scène qu'il n'oublierait jamais. Un garçon de l'âge de ceux qu'il avait soignés la veille était retenu par un soldat trop nerveux. L'enfant n'avait rien fait, il avait juste couru pour rattraper un cerf-volant qui menaçait de s'envoler. Mais le soldat, ne comprenant pas sa langue, croyant sans doute à une provocation, avait levé la voix, puis la main. Franz sentit quelque chose se rompre en lui. Pas un bruit, pas un cri, seulement une fissure profonde qui s'ouvrait dans son cœur. L'enfant tremblait, son cerf-volant chiffonné contre sa poitrine. Le soldat, confus mais autoritaire, lui parlait d'un ton dur que l'enfant ne pouvait pas comprendre. Et tout autour, les adultes détournaient le regard de peur d'être à leur tour pris à partie. C'est à cet instant précis que Franz eut l'impression de revivre, d'un seul coup, 1000 images de son passé. Comme si sa vie entière chuchotait. « Tu sais ce que c'est, tu l'as vécu, tu dois agir. » Il s'approcha lentement, posant une main douce sur l'épaule du soldat pour attirer son attention. Le soldat, surpris, se retourna. Franz expliqua calmement la situation, montra le cerf-volant, parla de l'enfant, de l'innocence, de la peur. Au bout de quelques secondes, le soldat finit par lâcher prise et s'écarta. L'enfant s'enfuit vers sa mère qui le serra si fort que Franz sentit la chaleur de son geste jusque dans sa propre poitrine. Ce fut ce jour-là, dans cette place silencieuse, que Franz comprit qu'il ne pourrait plus jamais rester spectateur. Mais pour comprendre comment il en était arrivé là, il fallait remonter dans son passé, à des milliers de kilomètres de cette place, sur une île entourée d'eau turquoise et de lumière. L'histoire reprit alors bien des années plus tôt, lorsque Franz était un simple garçon aux yeux brillants, qui découvrait le monde avec l'appétit de ceux qui veulent tout comprendre. Il avait grandi sur une île belle et dure à la fois, belle par ses paysages, dure par les injustices invisibles que même les enfants sentaient parfois sans pouvoir les nommer. Sa famille était unie, chaleureuse, animée par un profond sens du travail et de la dignité. Son père, homme calme et réfléchi, lui répétait souvent « La justice commence dans la manière dont tu regardes les gens. Si tu regardes bien, tu reconnaîtras toujours leur humanité. » Sa mère, douce mais exigeante, ajoutait « Et n'oublie jamais que comprendre les autres commence par écouter leur silence. » Il y avait aussi son grand frère Joby, toujours prêt à lui expliquer le monde avec des images simples que même les adultes auraient dû écouter. Joby était celui qui faisait naître en lui la première étincelle de questionnement. Lorsque Franz voyait une injustice, Joby lui disait « Regarde la racine, pas seulement la branche. » Ces phrases, qu'il ne comprenait pas toujours enfant, deviendraient pourtant le guide de sa vie entière. À l'école, Franz était curieux, parfois trop selon certains professeurs. Il voulait savoir pourquoi certains enfants semblaient toujours traités différemment, pourquoi certaines règles semblaient plus strictes pour certains que pour d'autres. Il posait des questions encore et encore. Un jour, un professeur, agacé, lui lança « Tu réfléchis trop, Franz. La vie est plus simple que ça. » Mais Franz savait que la vie n'était pas simple. Et au fond de lui, il se sentait poussé à comprendre ce que d'autres préféraient ignorer. C'est à l'adolescence qu'il commença à sentir plus fortement les limites imposées autour de lui. Il remarquait les inégalités, les humiliations discrètes,
les mots blessants que certains disaient sans même y penser. Un jour, en sortant d'une boutique, il vit un homme plus âgé parler sèchement à un autre parce que sa peau n'avait pas la bonne couleur. L'adolescent qu'était Franz sentit alors son ventre se serrer. Pas seulement parce que c'était injuste, mais parce qu'il comprenait que cette injustice n'était pas un accident. Elle ressemblait à un système. Ce jour-là, il rentra chez lui silencieux, réfléchissant à quelque chose qui dépasserait bientôt les frontières de son île. Lorsqu'il eut l'âge de partir, il décida de s'engager dans la guerre qui secouait alors l'Europe. Il pensait naïvement qu'en combattant pour la liberté, lui aussi serait considéré comme un égal. Mais ce fut sur les champs de bataille qu'il ressentit une blessure plus profonde encore. Même là, même au milieu du danger, certains continuaient de mesurer la valeur d'un homme selon des critères qui n'avaient aucun rapport avec son courage. Ce qu'il vécut à cette époque marqua son esprit d'une empreinte indélébile. Malgré tout, il poursuivit son chemin. Il partit étudier pour devenir médecin. Pas n'importe quel médecin. Il voulait comprendre les blessures invisibles, celles qui ne se voient pas mais se transmettent, parfois d'une génération à l'autre. La psychiatrie devint pour lui une fenêtre sur la douleur des autres, une manière d'approcher l'humanité dans ce qu'elle avait de plus fragile et de plus fort à la fois. Pendant ses études, il rencontra 3 personnes qui marquèrent profondément sa vision du monde. D'abord, Louis, un étudiant calme, passionné par la philosophie. Il disait souvent « Les hommes ne naissent pas ennemis, on les apprend à le devenir ». Louis avait cette manière unique de transformer une simple conversation en réflexion profonde. Ensuite, il y eut Alice, une jeune femme vive et courageuse qui parlait du monde avec une lucidité désarmante pour son âge. C'est elle qui apprit à Franz à regarder non seulement les individus, mais aussi les structures qui les enferment ou les libèrent. Enfin, il rencontra un professeur qui croyait sincèrement que la psychiatrie pouvait devenir un outil de justice. Ce professeur encouragea Franz à penser autrement, à oser faire des liens entre l'esprit humain et les conditions sociales. Ces rencontres façonnèrent sa pensée comme des pierres polies par la rivière. Lorsque Franz obtint son diplôme, il était habité par une conviction très forte. La souffrance humaine n'était jamais seulement individuelle. Elle disait toujours quelque chose du monde qui entourait les gens. Il décida alors de partir exercer dans un pays qui l'attirait depuis longtemps, un pays où il espérait pouvoir être utile. Ce pays, c'était l'Algérie. Ce choix, au départ presque intuitif, allait devenir l'un des plus importants de sa vie. Il arriva dans une région où les tensions politiques commençaient à devenir brûlantes. Au début, il ne comprenait pas tout. Il voyait les regards lourds, les gestes brusques, la fatigue dans les rues. Il sentait la pression monter comme une chaleur invisible qui rendait tout plus fragile. Mais surtout, il voyait les enfants. Ils jouaient dans la poussière, riaient, couraient, mais leur rire s'arrêtait trop souvent, trop vite, dès qu'une voix forte résonnait ou qu'un soldat apparaissait. Alors il fit ce qu'il savait faire. Il soigna, il écouta, il observa. Il parlait avec les familles, il regardait les gestes, il comprenait peu à peu l'ampleur des blessures invisibles. Les injustices qu'il avait connues enfant sur son île prenaient ici une forme plus dure, plus brutale, écrasant parfois toute une génération d'un seul coup. C'est dans cet environnement qu'un jour, dans cette place silencieuse, il vit le garçon au cerf-volant. Et à cet instant, tout ce qu'il avait appris depuis son enfance s'aligna dans un seul éclair de lucidité. Il comprit que soigner les gens n'était plus suffisant, qu'il devait aussi soigner la société elle-même.
Ce soir-là, après l'incident du cerf-volant, Franz marcha longtemps sans savoir exactement où il allait. Il traversa des ruelles étroites, des places sablonneuses, des quartiers où les odeurs d'épices se mélangeaient à celles des orangers, et il observa les habitants vaquer à leurs occupations avec un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude. Il s'arrêta un moment devant une petite échoppe où un vieil homme réparait des jouets en bois. Il était là, assis sur un tabouret, entouré d'objets colorés qu'il retaillait, polissait, réparait, comme s'il voulait redonner vie à ce que les enfants avaient perdu. Le vieil homme leva les yeux vers lui, sourit et dit simplement « Ici, on ne fabrique pas des jouets, on répare des rêves. » Cette phrase se grava dans le cœur de Franz comme une vérité simple et immense. Elle résonnait avec tout ce qu'il avait vu depuis qu'il était arrivé. Des rêves brisés, des espoirs malmenés, des enfants qui n'osaient plus courir librement. Le lendemain, lorsqu'il retourna à son travail, il sentit une différence. Ce n'était pas l'hôpital qui avait changé, ni les couloirs, ni les patients, mais lui. Ce jour-là, une adolescente se présenta avec sa mère. L'adolescente parlait peu, les yeux baissés, comme si quelque chose en elle avait été éteint. Sa mère expliqua qu'elle ne dormait plus, qu'elle se mettait à pleurer sans raison, qu'elle avait perdu le goût de jouer, de rire, même d'apprendre. Franz parla avec douceur, posa des questions simples, tenta d'ouvrir une petite fenêtre dans ce silence verrouillé. Peu à peu, la jeune fille raconta qu'un soir, des soldats avaient fouillé leur maison sans raison. Ils avaient renversé des objets, piétiné des jouets, crié sur son petit frère qui s'était mis à trembler. Depuis ce jour, elle avait perdu confiance en tout ce qui l'entourait. Elle avait l'impression que le danger pouvait surgir n'importe où. En l'écoutant, Franz sentit de nouveau cette fissure en lui. Il connaissait ces blessures-là. Ce n'était pas seulement la peur d'un soir. C'était une peur qui s'installe, qui s'accroche, qui grandit. Une peur qui peut transformer un enfant plein de joie en une ombre silencieuse. Lorsqu'elle partit, Franz resta pensif longtemps. Il s'était toujours dit que son rôle de médecin était de comprendre les blessures intérieures. Mais cette fois-ci, il voyait bien que certaines blessures ne pouvaient pas guérir tant que les causes continuaient d'exister à l'extérieur. Ses collègues remarquèrent son trouble. Parmi eux, un jeune médecin nommé Yacine était devenu l'un de ses amis les plus proches. Yacine avait le même âge que lui, mais une expérience différente. Il avait grandi dans ces ruelles. Il avait vu les injustices depuis l'intérieur. Ce soir-là, en rangeant leurs dossiers, Yacine posa une main sur son épaule et dit « Tu es quelqu'un de bien, Franz, mais ici, la bonté ne suffit pas toujours. Parfois, il faut plus que des médicaments pour soigner ce que les gens vivent. » Ils discutèrent longuement. Franz expliqua ce qu'il ressentait, les souvenirs qui ressurgissaient de son enfance, les humiliations qu'il avait vues, l'idéal de justice que son père et sa mère avaient ancré en lui. Yacine comprit. Il lui parla de son peuple, de son histoire, de ce désir de dignité qui brûlait dans le cœur de beaucoup, même chez les plus silencieux. À mesure qu'ils conversaient, Franz sentait une vérité émerger. Il n'était pas seulement un médecin étranger venu aider. Il était un être humain face à d'autres êtres humains blessés. Et il ne pouvait plus se contenter de réparer des fragments lorsqu'il voyait la source des blessures se répéter sans fin. Dans les semaines qui suivirent, il multiplia les consultations, les rencontres, les observations. Il voyait chaque jour, avec une clarté grandissante, que les souffrances psychologiques qu'il soignait n'étaient jamais isolées.
Un père tremblait en entendant un bruit fort. Une mère restait figée dès qu'un uniforme apparaissait. Un garçon de 13 ans, pourtant courageux, sursautait chaque fois qu'on frappait à la porte. Une fillette dessinait toujours des maisons fissurées, même lorsqu'on lui proposait d'autres sujets. Un jour, une petite patiente lui demanda « Pourquoi les grands sont méchants ?» Franz sentit un frisson dans son dos. Il savait que ce n'était pas une question naïve. C'était une question née de la peur, une question née de la répétition. Il s'assit à côté d'elle et répondit « Tous les grands ne sont pas méchants. Certains ne savent pas aimer, d'autres ne comprennent pas ce qu'ils font. Mais toi, tant que tu apprendras à aimer, tu deviendras une grande qui rend le monde meilleur. » Elle sourit, mais Franz savait que cette réponse ne suffisait plus. Pas pour lui. Puis arriva cet événement qui scella définitivement sa conviction. Un matin, alors qu'il se rendait à l'hôpital, il entendit des cris plus loin. Il accourut et vit un adolescent blessé à la jambe, entouré de soldats qui semblaient paniqués. Le jeune, pourtant sans armes ni gestes menaçants, avait été bousculé lorsqu'il avait tenté de s'interposer pour éviter qu'un camarade plus jeune ne soit arrêté pour un simple graffiti sur un mur. Rien de politique, juste un dessin maladroit, un soleil entouré de petits points. Franz intervint immédiatement. Il s'agenouilla, vérifia la blessure, rassura le garçon, puis demanda aux soldats de s'écarter. Il parlait calmement, mais sa voix portait une force nouvelle. Cette force n'était pas de la colère. C'était la conviction que ce qu'il voyait était profondément injuste. Il réussit à faire évacuer l'adolescent vers l'hôpital. Plus tard, la mère de l'adolescent vint le voir. Elle lui prit les mains en pleurant. « Merci, docteur. Vous avez protégé mon enfant. » Franz sentit les larmes lui monter aux yeux. Il pensa à sa propre mère, à ce qu'elle aurait ressenti si lui ou Joby avait été maltraité pour un acte insignifiant. Ce soir-là, en marchant dans sa chambre, il comprit enfin pleinement que la souffrance individuelle qu'il soignait était liée à une souffrance collective, qu'il ne pouvait pas continuer à soigner les symptômes sans affronter la maladie, qu'il ne pourrait jamais rester neutre dans un contexte où la neutralité revenait à accepter silencieusement les injustices. Il passa plusieurs nuits à réfléchir, à écrire, à raturer, à recommencer. Ce qu'il ressentait n'était pas de la révolte impulsive, mais une nécessité profonde, une fidélité à l'enfant qu'il avait été, à l'adolescent blessé par l'injustice, au jeune adulte qui avait combattu en espérant l'égalité, au médecin qui avait choisi de comprendre plutôt que juger. Enfin, un matin, il se leva avec une détermination claire. Il ne serait plus seulement un observateur de la souffrance. Il deviendrait un témoin actif. Il utiliserait sa plume pour dénoncer ce qu'il voyait. Il parlerait des enfants, des familles, des personnes qui perdaient leur dignité. Il raconterait les blessures invisibles. Il expliquerait comment l'injustice détruit l'esprit humain. C'est alors que commença un long travail d'écriture, d'analyse, de témoignage. Il écrivit avec son cœur, avec sa raison, avec son expérience de médecin. Il voulait que ses mots servent de lumière dans un tunnel où tant de personnes marchaient depuis trop longtemps. Il savait que cela aurait des conséquences. Mais pour lui, il n'y avait plus de retour possible. Ce qu'il avait vu dans la place, ce qu'il avait senti dans les yeux des enfants, ce qu'il avait compris dans les consultations, tout cela formait une seule et même vérité. Il devait agir. Les jours qui suivirent furent parmi les plus intenses de la vie de Franz. Il sentait qu'une page se tournait, mais il ne savait pas encore jusqu'où ces mots allaient le mener. Il écrivit le matin,
le soir, parfois la nuit, lorsque les pensées refusaient de s'apaiser. Ces textes parlaient de dignité, de liberté, de blessures invisibles qui s'enracinent dans le cœur lorsque la violence s'installe dans le quotidien. Ils parlaient aussi des enfants, de leur regard qu'on cherche à détourner, de leur innocence qu'on fragile, de leur avenir que l'on abîme sans toujours s'en rendre compte. Franz avait compris à quel point un peuple peut être transformé, affaibli ou relevé par les expériences des plus jeunes. Et il voulait que son œuvre soit un pont, un souffle, un repère. Un soir, alors qu'il relisait ses notes, Yacine entra dans sa chambre avec un visage grave mais déterminé. Il lui expliqua que certains de ses écrits circulaient déjà discrètement en ville, que des hommes et des femmes lisaient ses observations avec un mélange d'émotion et de reconnaissance. Selon eux, aucun médecin n'avait encore su mettre en mots ce que les gens ressentaient au fond d'eux depuis des années. Franz fut surpris. Il n'écrivait pas pour être lu immédiatement. Il écrivait pour comprendre, pour témoigner, pour ne pas trahir ce qu'il voyait. Mais cette nouvelle le toucha profondément. Cela signifiait qu'il n'était pas seul, que ses mots trouvaient un écho réel. Yacine lui dit ensuite une phrase qu'il n'oublierait jamais. « Tu crois écrire pour soigner le présent, mais en réalité, tu écris pour que les enfants de demain n'aient pas à porter les mêmes cicatrices. » Ces mots agitèrent quelque chose de puissant en lui. Depuis son enfance, Franz avait rêvé d'un monde où le respect serait une langue universelle. Et aujourd'hui, il pouvait contribuer à rapprocher ce rêve de la réalité. Pourtant, tout n'était pas simple. Plus ses écrits circulaient, plus certains se méfiaient de lui. On posait des questions, on l'observait, on examinait son attitude. L'hôpital lui-même devint un lieu où il sentait parfois des regards interrogateurs. Mais il continua. Il ne pouvait pas arrêter maintenant. Dans son travail, il resta irréprochable. Chaque enfant, chaque adulte qui franchissait sa porte était accueilli avec la même humanité, la même écoute, la même douceur. Certains patients disaient même qu'ils ne se sentaient déjà un peu mieux, rien qu'en s'asseyant près de lui. Franz en souriait humblement, mais au fond de lui, il savait que ce qui guérissait n'était pas une magie mystérieuse. C'était l'attention sincère. Un jour, on lui demanda d'examiner un jeune homme arrêté après une manifestation silencieuse. Le jeune avait reçu plusieurs coups, mais refusait de montrer sa douleur. Quand Franz posa sa main sur son épaule pour l'examiner, il sentit le corps crispé, contracté, comme si la souffrance physique n'était rien comparée à la souffrance morale. Alors il dit doucement « Tu sais, être blessé n'est jamais une honte. Honteux, c'est ce qui t'a blessé, pas ce que tu ressens. » Le jeune releva la tête, et à travers ses yeux humides, Franz comprit que ces mots venaient de combler un vide que personne n'avait su reconnaître. Chaque rencontre alimentait la réflexion de Franz. Chaque histoire renforçait son engagement. Il comprit que, pour guérir les gens, il fallait guider, éclairer, parfois même protéger. Mais pour guérir une société, il fallait dire la vérité. Alors, il accepta de collaborer avec ceux qui souhaitaient agir pour plus de justice. Pas par violence, ni par désir d'affrontement, mais par conviction qu'un monde meilleur ne se construit jamais avec la peur. On lui demanda parfois s'il n'avait pas peur des risques qu'il prenait. Franz répondait « Ce qui me fait peur, c'est l'idée qu'un enfant puisse grandir sans jamais connaître la dignité. Tout le reste, je peux l'affronter. » Il écrivit, enseigna, soigna, expliqua sans relâche. Il voulait que chacun comprenne que la liberté n'était pas seulement un mot, mais une condition essentielle
pour que l'être humain puisse se construire sainement. Il disait que lorsqu'on prive un enfant de respect, on lui retire quelque chose que même les années ont du mal à réparer. Un jour, une fillette qu'il avait soignée des mois plus tôt revint le voir. Elle lui dit « Grâce à toi, je redors la nuit et j'ai recommencé à dessiner des maisons entières. » Franz sentit son cœur se serrer d'émotion. Les enfants, plus que n'importe qui, étaient pour lui la preuve vivante que l'espoir peut toujours renaître. Mais le temps passa et son engagement le conduisit loin, très loin. Il écrivit un ouvrage qui allait devenir célèbre. On y trouvait sa vision du monde, son expérience, ses analyses, mais surtout son immense respect pour les peuples qui cherchent à retrouver leur liberté. Cet ouvrage fit beaucoup parler de lui. Il fut discuté, commenté, admiré, parfois contesté, mais jamais ignoré. Franz continua d'agir, d'écrire, de soigner, même lorsque la maladie commença à l'épuiser. Il sentait ses forces décliner, mais sa conviction restait intacte. Il disait « Le plus important, ce n'est pas la durée de la vie, mais ce qu'on fait pour la rendre utile aux autres. » Un matin, Yacine vint lui rendre visite. Il s'assit près de lui et lui dit « Tu sais, tout ce que tu as fait a compté. Les enfants parlent encore de toi, les familles aussi. Et tu sais quoi? Même ceux qui ne t'ont jamais rencontré connaissent ton nom. » Franz sourit faiblement. Il regarda vers la fenêtre où le soleil dessinait des formes dorées sur le sol. Il pensa à son île natale, à son père, à sa mère, à Joby, aux enfants qu'il avait soignés, aux patients qu'il avait écoutés, au peuple qu'il avait défendu. Il pensa aussi au petit cerf-volant qui avait traversé le ciel de la place ce jour-là. Il se dit que ce cerf-volant avait été le signe d'un destin qui s'ouvrait devant lui. Un destin qu'il avait choisi non par obligation, mais par fidélité à ce qu'il croyait juste. Et lorsqu'il ferma les yeux, il sut qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Alors, l'histoire se tait un instant, pour révéler enfin ce que Franz avait porté en lui tout au long de cette aventure humaine. Ce jeune homme empathique, curieux, déterminé, cet enfant de la mer et du vent, ce médecin passionné par l'esprit humain, cet écrivain engagé, ce défenseur indéfectible de la dignité humaine. Son nom complet était Frantz Fanon, né le 20 juillet 1925 et mort le 6 décembre 1961. Cette histoire est inspirée par sa vie, son parcours et ses valeurs. Il fut médecin, penseur, combattant pour la justice et l'un des grands défenseurs de la liberté et de la dignité des peuples colonisés. Aux enfants à qui l'on raconte cette histoire, il laisse une leçon simple et profonde. Chaque être humain a droit au respect. Chaque injustice, même petite, doit être questionnée. Et chaque cœur peut devenir un phare lorsqu'il choisit d'aimer, d'aider et de défendre ce qui est juste. C'est ainsi que Frantz Fanon, par ses mots, ses actes et sa force morale, a laissé à l'humanité l'héritage le plus précieux. La certitude que la liberté est indispensable à la santé de l'âme et que l'on peut tous, quel que soit notre âge, contribuer à construire un monde où chacun a sa place, sa voix et sa dignité. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout, abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine histoire.